qualité visuelle. Alors, écoutez, on commence ça. Bonjour, bienvenue dans cet atelier de COVID versus secourisme. Je me présente, Denis Saint-Pierre, je suis propriétaire de la compagnie FPS, Formation, Prévention, Secours. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On a une excellente participation. On est une centaine, au-delà d'une centaine aujourd'hui à faire cet atelier-là. Donc, on sentait qu'il y avait un besoin. On a fait un sondage tout récemment et il y avait vraiment un haut taux d'intérêt par rapport à cette préoccupation-là qui est évidemment bien actuelle. Je vous parle un petit peu de la compagnie avant de commencer. Formation Prévention Secours existe depuis 15 ans. On a débuté nos activités en 2004. Notre mission, essentiellement, c'est d'apprendre aux gens de tout âge à sauver des vies et les équiper pour le faire également. On fait ça avec une belle grosse équipe. J'ai une quinzaine de personnes qui travaillent pour moi à temps plein au niveau des ventes et de l'administration. Et au niveau des formateurs, on a au-delà de 90 formateurs qui nous permettent de former au-delà de 12 000 personnes à chaque année à sauver des vies. Donc, c'est vraiment une belle équipe qu'on a bâtie avec le temps. Aujourd'hui, nos activités ont reparti depuis quelques semaines, évidemment, avec toutes les mesures de sécurité qui s'imposent, donc la distanciation, la protection et tout ça. Donc, on a réussi à se réinventer au niveau de la formation pour réussir à faire des formations sans contact. Parce que pour ceux qui ont déjà de la formation, vous comprenez que souvent dans le cours, on se touche, on manipule, on place les gens sur le côté. Donc, on a réussi à trouver des alternatives super intéressantes pour vous permettre quand même de toujours pratiquer les notions que vous apprenez. Donc, ça, c'est le côté formation. On a même des formations hybrides maintenant, donc une partie en ligne, entre autres au niveau du secourisme en milieu de travail, où on a fait récemment une super formation. Les participants ont trippé au bout. Ça prenait 12 heures en ligne en raison de 3 demi-journées et une 4e demi-journée qui se fait en classe pour vraiment l'évaluation des compétences. Super expérience, c'est sûr qu'on va le refaire si jamais ça vous intéresse, que ce soit à titre privé dans votre entreprise ou à titre public. On va offrir d'autres sessions encore, peut-être pendant l'été, probablement plus à l'automne. Et évidemment, c'est des sessions privées à faire. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour pouvoir organiser la chose. Je vous dis qu'on fait deux choses. On forme les gens et on les équipe pour le faire. Donc, on vend de l'équipement de premiers soins, tout ce qui est trousse, défibrillateur, évidemment, le matériel de protection pour la situation actuelle. Donc, quand on parle de masques, de visières, de lunettes, de gel désinfectant, de nettoyant de surface, de savon à main, c'est toutes des choses qu'on distribue également. Je vous invite à aller surfer sur notre site formationensecourisme.com. Vous allez avoir toute l'information nécessaire. Vous pouvez magasiner aussi. Donc, on a plusieurs alternatives aussi au niveau de la livraison. Alors, sans plus tarder, on débute ça avec, en fait, le plan de match. Notre plan de match aujourd'hui, c'est de vous présenter 4 éléments essentiels. Le premier sont les équipements. Donc, comment se protéger et comment enlever les éléments de protection sans se contaminer. Comme secouriste, c'est un élément important, la protection. On y revient souvent dans nos formations. Alors, c'est ce qu'on va couvrir en premier. Ensuite de ça, on va regarder ensemble comment approcher une victime qu'on pourrait suspecter ou qu'on voudrait rester protégé par rapport à une personne comme ça, mais qu'on doit entrer en contact avec elle. Alors, c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, on va faire la partie RCR, où là, on a eu des lignes directrices très claires de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC pour ce qui est de l'intervention auprès d'une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. Et dans un dernier temps, on va voir une situation où la personne est consciente et qu'on n'aurait pas besoin d'entrer en contact avec elle. Alors, comment on interagit avec une victime comme celle-là. Donc, ça, c'est notre plan de match. Comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui se sont joints à nous entre-temps, la présentation est enregistrée. Elle sera donc diffusée sur notre chaîne YouTube probablement demain, le temps qu'on prépare le document et qu'on le télécharge. Et on enverra par voie d'infolettre et aussi sur notre page Facebook le lien pour pouvoir rediffuser, revoir tout ça et vous pourrez partager évidemment la vidéo pour ceux qui n'auront pas pu se joindre à nous ce midi. Alors, voilà. Sans plus tarder, je vous introduis à notre formateur expert. En fait, c'est mon directeur de la formation. C'est un ambulancier depuis de nombreuses années, 20 ans maintenant, Martin, c'est ça? Donc, 20 ans comme paramédic et également été paramédic instructeur pour le CIUS, donc la capitale nationale. Donc, une personne que j'estime beaucoup, qui a une extrêmement grande connaissance, instructeur avec nous depuis plusieurs années. Donc, c'est Martin qui va vous entretenir des différents sujets. Et moi, je vous reviendrai pour le mot de la fin. C'est moi qui vais donner un coup de main au niveau technique pour Martin pour s'assurer que tout va bien. Avant que je laisse la parole à Martin, si jamais vous avez des questions durant la présentation, je vous invite à les écrire sur la conversation, donc sur le chat. Moi, je vais en prendre note et puis on va faire un peu ramasser tout ça. Vous pouvez me les écrire directement à moi, donc Denis Saint-Pierre. Sinon, vous pouvez l'écrire à tout le monde aussi. Les gens pourront voir les questions. Ça va être la répétition des différentes questions.
Et à la fin de la présentation, il y aura une période de questions sur la présentation, mais aussi sur toute autre préoccupation que vous pouvez avoir. Ça va nous faire un grand plaisir avec le temps qu'on aura pour pouvoir faire le tout. Donc, normalement, 30 de minutes et on devrait passer au travers de ces sujets. Alors, je laisse la parole à Martin. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, on va commencer la formation présentement avec la partie EPI, donc les équipements de protection individuelle. On voit différentes choses dans le grand public, au niveau de la CNSST, au niveau des gens qui travaillent en milieu d'usine, peu importe. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais vous démontrer comment on fait pour se ganter, donc les gens qui doivent se ganter pour avoir accès à une victime. On va regarder aussi comment on fait pour se déganter, donc enlever les gants sans se contaminer. Peu importe qu'il y a du sang sur nos gants, on pense que la personne peut être atteinte d'une problématique comme le COVID. Ensuite de ça, je vais vous parler un peu du lavage de mains, comment ça fonctionne, et les petites erreurs à éviter à travers tout ça. Donc, la première chose à faire avant même d'arriver à côté d'une victime, il faut se laver les mains. Donc, l'idéal, c'est de se laver les mains bien comme il faut avant de pouvoir mettre nos gants pour être certain que nos mains soient déjà propres lorsqu'on va les enlever. Ça va éviter beaucoup de contamination et c'est la première chose à faire. Donc, moi, je viens de me laver les mains comme il faut. Je vais mettre mes gants, les lunettes, le masque et ensuite de ça, je vais vous démontrer comment on va l'enlever sécuritairement pour que lorsque vous allez aller dans le grand public, lorsque vous allez intervenir avec un secouriste ou sur une victime, vous allez pouvoir savoir comment enlever ces équipements-là sans vous contaminer. Donc, on commence tout de suite avec les lunettes. Donc, vu que j'ai les mains propres, je vais mettre mes lunettes de protection. Toujours important, on sait qu'on peut recevoir des gouttelettes de sang si les gens se mettent à tousser. Donc, on se protège les yeux. Les yeux sont un vecteur de contamination important. On ne veut pas qu'aucune gouttelette entre dans nos yeux pour nous contaminer. Première chose. Deuxième chose, je vais mettre mes gants. Pas mes gants. Je vais mettre mon masque de procédure. Donc, le masque de procédure, idéalement, lorsqu'il y a une couleur dessus, on va mettre la couleur à l'extérieur du masque. Donc, on met la partie blanche à l'intérieur. Si le masque est blanc totalement, allez-y avec les coutures. Les coutures doivent être à l'intérieur pour être capable de bien le porter. En haut du masque, vous avez une petite bande d'aluminium qui va venir se positionner sur votre nez. Donc, on l'installe bien comme il faut. On vient le positionner vraiment comme il faut sur notre visage pour être capable de bien fonctionner, pour être sûr et certain qu'il soit bien ajusté. Par la suite, on va mettre nos gants. Donc, mes mains sont propres, il n'y a pas de problème. On va venir mettre nos gants. Là, aujourd'hui, on a des beaux gants roses pour vous montrer bien comme il faut comment ça fonctionne. Idéalement, je vous dirais que dans la vie de tous les jours, pour ceux qui pensent mettre des gants pour aller à l'épicerie, ce n'est pas une bonne chose. Lavez-vous les mains. C'est beaucoup plus facile. En milieu de travail, lorsqu'on doit aller vers une victime, c'est la meilleure chose à faire. On va se mettre des gants. On doit toujours porter les gants pour aller vers la victime. Comme ça, on est certain de ne pas se contaminer. Maintenant, enlever tout ça. On commence par quoi? Eh bien, on va commencer par les gants. Donc, je dois enlever les gants. Ensuite, j'enlèverai le masque et les lunettes à la fin. Donc, la façon de faire pour enlever les gants, je vais me rapprocher. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc, au départ, le premier gant, je vais venir le chercher, le gant. Pour être sûr de ne pas se contaminer, je vais le tourner à l'envers. Donc là, je l'ai dans ma main. Je le referme bien comme il faut. Si j'ai utilisé des choses que je veux jeter, je pourrais les installer à l'intérieur. La deuxième chose à faire, pour ne pas se contaminer avec ma main propre, je vais aller sous mon gant, chercher vraiment le gant en dessous et je le retire vers l'extérieur. Cette partie-ci est propre, elle était dans ma main. Donc, il n'y a aucun problème. Je peux maintenant les disposer. On ne jette pas ça partout. On envoie ça au vidange. C'est bien important. Par la suite, on va se laver les mains. On va aller chercher notre masque. Donc ici, moi, j'utilise Pure Boréal. Donc, désinfectant en main. On peut chanter « Bonne fête, Denis, bonne
fête, Denis. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Denis. Maintenant que les mains sont très propres, On n'a plus de son. C'est muté du côté FPS. On vous entend plus. On vous entend plus, monsieur. Il n'y a plus de son. là, ça devrait fonctionner. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Ouais, ça fonctionne Oui. bien. On va recommencer. Bougez pas. Donc, on recommence. Pour être certain de ne pas se contaminer au niveau du visage, mes mains sont propres. On va aller chercher des élastiques derrière les oreilles. On se penche vers l'avant et on laisse tomber notre masque vers l'avant. On est certain dans ce cas-là qu'on ne viendra pas se contaminer au niveau du visage. On dispose du masque. On se relave les mains parce qu'on pourrait s'avoir contaminé avec notre masque. Donc, on se relave les mains. Encore là, moi, j'utilise du pur boréal, mais ça peut être n'importe quoi. On se nettoie les mains encore un 20 secondes. Et idéalement, je vous dirais que le lavage des mains devrait se faire beaucoup plus avec de l'eau et du savon. Mais dans un moment où on n'a pas accès à de l'eau et du savon, on y va avec un désinfectant là, alcoolisé. C'est encore une bonne affaire à faire. Par la suite, mes mains sont bien propres. Je vais pouvoir enlever mes lunettes sans me contaminer. Encore là, les lunettes devraient être disposées pour être certain de ne pas se contaminer avec rien. That's it. Ça fait la job. On fait attention. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut. C'est dans le temps qu'on va prendre pour le faire, on va faire en sorte qu'on se contaminera. Et voilà. Vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle la visière. Beaucoup de monde le font. On le voit également au niveau des restaurants. On le voit un peu partout, la visière. C'est le même principe. Donc, dès qu'on enlève notre visière, on s'assure d'avoir les mains propres. On dispose de la visière. Généralement, on est capable de la relaver, cette visière-là, pour la réutiliser. Donc, c'est un bon nettoyage. On laisse sécher. Puis ensuite de ça, on peut la remettre sans problème. Maintenant qu'on sait comment on s'organise avec les équipements de protection, on va vous faire passer une petite vidéo sur la façon d'intervenir avec une personne qui sera au sol, exemple. Donc, on va voir Suzanne qui va venir mettre ses gants, son masque, ses lunettes avant d'aller intervenir avec une personne qui va être au sol dans ce contexte-là. Donc, ça va vous donner une petite idée un peu comment on intervient. Et par la suite, je vais vous faire une démonstration comment on va gérer une personne en arrêt cardiaque qui va avoir possiblement le COVID. Donc, quelqu'un on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a une façon de faire de la Fondation des maladies du cœur qu'on va vous démontrer. On voit ça. On voit. Non, la vidéo est posée pour celle-là. Voilà, on va vous montrer la vidéo. C'est celui-là. C'est parti.
Bon, maintenant qu'on a vu un peu comment on fonctionne avec les gens à 2 mètres, bien entendu, vous savez très bien, si vous écoutez un peu les nouvelles, que présentement, là, la santé publique change beaucoup les règles avec les jours qui viennent. C'est tout à fait normal. Les études tentent à changer beaucoup de choses. On se fie beaucoup, la santé publique, au niveau de l'Europe, qui sont un peu avant-gardistes. Donc, on est capable un peu de faire des changements rapidement, mais on va regarder quand même, pour l'instant, au 18 juin 2020, on va fonctionner avec les règles de base de la santé publique. Donc, présentement, j'ai une victime qui est possiblement en arrêt cardio-respiratoire. Donc, la façon que je vais travailler dans ce cas-là, je vais le ramener un peu pour qu'on puisse me voir comme il faut. Super. Lorsqu'on a une victime en arrêt cardio-respiratoire, l'idée de base, c'est d'éviter les éclaboussures au niveau des voies respiratoires. Donc, ce qui est recommandé, c'est bien sûr, c'est de venir boucher le visage, enfin, la bouche et le nez des gens qui sont en arrêt cardio-respiratoire avec un chiffon. Ça peut être un masque, ça peut être peu importe ce que vous avez sous la main, un gilet, n'importe quoi. Et ensuite de ça, on va venir faire du RCR. Bien entendu, il n'y aura pas de ventilation qu'on va devoir faire vers la victime. On va y aller seulement qu'avec les compressions. On appelle ça du RCR à main seule. Donc, il n'y a aucune ventilation qui va se faire tant et aussi longtemps que les services préhospitaliers d'urgence n'arriveront pas. Donc, si on a utilisé le défibrillateur, donc le défibrillateur devrait être utilisé le plus rapidement possible. Donc, dès que le défibrillateur arrive, nous allons venir l'installer, demander l'analyse et donner le choc au besoin. Par contre, aucune ventilation n'aura lieu durant la RCR. Voilà la façon qu'on va utiliser la façon RCR lors du COVID. Si vous avez par contre une victime qui est non COVID, donc quelqu'un de votre famille, exemple, on va vous faire le RCR normal. Donc, masque de poche, RCR, ventilation, 30 compressions, 2 ventilations, 30 compressions, 2 ventilations. On installe le défibrillateur au besoin et on donne le choc le plus rapidement possible. Maintenant, on va changer un petit peu le setup. On va vous démontrer comment intervenir avec une victime à 2 mètres. Donc, Denis va faire la victime. Donc, on imagine que notre ami Denis est en choc anaphylactique. Donc, il a mangé des peanuts à midi. Et malheureusement, il a une difficulté à respirer. Il a le visage qui enfle. Sa langue commence à s'engourdir et à enfler. Donc, on va intervenir à distance avec lui, vu que présentement, on doit intervenir à 2 mètres. Donc, Denis, comment ça va? Ouais, ça va pas très bien. Est-ce que tu as des symptômes de COVID-19? On parle de toux, on parle de fièvre, de diarrhée, on parle de perte d'odorat. Tu n'as rien de ça? Non, non. Super. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as de l'air à mal aller? Ouais, écoute, je pense que j'ai mangé de quoi, il ne fallait pas que je mange. Je suis allergique aux arachides, hein, puis dans la galette tantôt, là, Au moins, il y en avait. Je me sens pas bien. OK. On voit que ton visage enfle beaucoup. As-tu ton épipène avec toi? Ah oui. OK. On va utiliser ton auto-injecteur. C'est toi-même qui vas te le donner. OK. OK? Donc, tant que les gens sont capables de se donner leur auto-injecteur, on va les laisser faire eux autres mêmes. Donc, je vais te guider. Tu vas enlever le capuchon bleu vers le haut et tu vas t'injecter de l'adrénaline à une main au niveau de ta cuisse, sur le côté, effectivement, juste là. Et quand ça va piquer, on va attendre 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux retirer l'épipène. Tu vas venir faire un massage au niveau de ta cuisse. Et là, je vais aller appeler les services préhospitaliers d'urgence. On va faire le 911. Il faut absolument que tu aies l'épipène. C'est bon? Donc, dans une situation comme ça, c'est exactement ce qu'on devra faire. On reste à une bonne distance des gens. On est en pandémie. On n'a pas le choix. On a nos équipements de protection. Donc, il n'y a aucun danger pour nous. Super. Merci, Denis. Maintenant, on s'est rendu aux questions. On va regarder voir les questions qu'on peut avoir.
Oui, première question, on demande si on doit relaver nos mains après avoir enlevé les lunettes, donc à la toute fin. Ben, idéalement, le plus possible. On essaie de laver nos mains le plus souvent possible. Et là, vous me voyez, là, je fais beaucoup d'erreurs pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Souvent, les gens vont porter des masques, on se taponne la face, on remet notre masque comme ça, on y est tout croche. Mon Seigneur, ça va pas bien. Fait que ça, là, c'est l'erreur première. On ne devrait pas se taponner la face le moins possible, surtout avec des gants, parce que c'est le gant fait en sorte que vous contaminez certaines choses, vous touchez à plein de bébelles et vous venez vous contaminer au niveau du visage, au niveau de votre masque. Donc, c'est important de ne pas lui toucher le moins possible. Beaucoup de monde vont porter le masque, vont venir mettre un tape sur le devant, ceux qui le portent à tous les jours comme les infirmières, pour être certain que le masque ne descende pas. Parce que naturellement, lorsque je parle, que je bouge, le masque tend à descendre. Regardez, il descend tout seul, donc ce n'est pas l'idéal. Donc, c'est pour ça que on ne doit pas, le moins possible, se toucher le visage. Mais le lavage des mains, c'est, le Dr Arruda le dit à tous les jours, c'est la meilleure façon. On a-t-il d'autres questions? Bien, certainement. Une autre question. Donc, si on a un masque couplé à une pompe à main, donc un ballon masque, j'imagine, oui. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour lui donner de l'air? On peut l'utiliser si on a la formation pour le faire. Donc, on pourrait l'utiliser effectivement si on a la formation. Donc, les professionnels de la santé peuvent utiliser le ballon masque. Bien entendu, il faut toujours avoir les lunettes, le masque et les gants en tout temps. Il n'y a aucun problème avec le ballon masque. Parfait. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'on peut utiliser le masque de RCR, donc avec la valve anti-retour, bien entendu, pour souffler, pour faire les insufflations dans une personne qui est à risque? La Fondation des maladies du cœur nous a demandé de ne plus ventiler, même avec les masques de poche. Je vous dirais même que les paramédics ne le font plus non plus. Parfait. Et on nous demande, est-ce qu'on doit porter un masque si on porte une visière complète? Ça dépend des fois. Tout dépendant de ce que vous faites avec. Si vous êtes juste dans un endroit public avec lequel vous devez jaser avec les gens dans un magasin, exemple, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez à travailler avec des personnes qui sont malades, en secourisme, exemple, vous voyez, le masque descend tout le temps. Si vous êtes en secourisme, je vous dirais oui, portez le masque. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus sécuritaire. Parfait. Je fais le tour des questions écrites. S'il y en a qui ont d'autres questions, je vous invite soit à les écrire. Vous pouvez aussi activer votre micro et poser la question de vive voix. Peut-être juste vous présenter pour poser votre question. Il n'y en a pas. Oui, il y en a une ici. Mon nom est Isabelle Moisan. Que fait-on pour une population qui a des déficiences auditives et qu'on doit faire une intervention puis porter le masque, puis qu'on n'a pas de visière à la portée de main? Je n'ai pas compris le début de la question. Dans le fond, ce que je comprends, Isabelle, c'est que s'il y a des gens qui ont des déficiences auditives, qui lisent sur les lèvres principalement, qu'est-ce qu'on fait donc si on doit porter le masque? On irait avec la visière le plus possible dans ce cas-là parce qu'on n'a pas le choix. Si on n'a pas de visière à portée de main, là, vraiment pas, est-ce qu'on peut faire l'intervention avec le masque et demander à quelqu'un d'autre, genre On y va avec le gros bon sens dans ce cas-là, Isabelle. Allez-y avec le gros bon sens là, le plus possible. Il n'y a pas de problème avec ça. Écoutez, c'est une méthode qui n'est pas infaillible, on s'entend. Pour ces gens-là, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de ce temps-ci, j'imagine. Donc, oui, allez-y avec le gros bon sens. Idéalement, la visière serait l'idéal, mais dans un cas où on n'en a pas, on fait avec, on reste à 2 mètres le plus possible. L'idée du 2 mètres, en réalité, c'est que les gouttelettes des gens peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Donc, c'est pour ça que le 2 mètres a été instauré là, par la santé publique. Et je dirais en complément, Isabelle, que s'il existe maintenant là, des couvre-visages qui ont été faits avec des genres de petites fenêtres de plastique pour permettre de voir la bouche. Donc, j'ai vu passer ça là, sur différents médias sociaux. Donc, si jamais vous êtes préoccupé par ça parce que vous êtes avec une population qui lit beaucoup sur les lèvres, ça pourrait être intéressant là, de procurer un couvre-visage comme celui-là. Puis c'est un masque qui pourrait être autorisé là, par la santé publique pour nous protéger contre les gouttelettes, ça? En fait, les couvre-visages, il n'y a pas d'autorisation de la santé publique. Il y a des recommandations au niveau des normes, de la façon de le faire, mais il n'y a pas d'approbation ou de saut tel quel. C'est sûr que si on regarde un masque chirurgical, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment d'un couvre-visage. Donc, rendu là, comme on dit, c'est mieux que rien. Donc, c'est un peu ça l'objectif, c'est la recommandation du ministère. OK, merci.
Ça fait plaisir. Donc, on a quelques autres questions. Madame Tremblay demande, monsieur, quand on n'a ni masque, ni gants, ni lunettes, On intervient le plus possible à 2 mètres. Si on n'a pas le choix de faire du RCR avec les gens, écoutez, ça fait partie de la vie. Là. Avant la pandémie, on le faisait sans masque, sans lunettes. C'est un guess que vous allez prendre. Sinon, c'est le 911, puis on attend les services personnels d'urgence qui vont arriver, gantés, masqués, tout le kit. Donc, je vous dirais, c'est la procédure. Juste un petit retour également sur la RCR. Donc, lorsqu'on a à faire la RCR sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on pourrait suspecter qu'il ait le COVID. On met toujours quelque chose sur la bouche de la victime pour éviter qu'il y ait des arrêts au sol qui sortent de la bouche et du nez de la victime lorsqu'on va faire notre RCR. Si on fait une intervention hors du bureau, on a juste un masque et des lunettes, peut-on intervenir sans gants si on se lave les mains? Oui, effectivement. Oui, il n'y a aucun problème. Les gants sont là pour vous protéger, mais un bon lavage de mains est encore ce qu'il y a de mieux. Bien entendu, si on a les mains gercées, ça peut être un peu plus dangereux, mais les risques sont minimes. C'est très, très... Parfait. On pose une question plus de nature générale. Donc, en restauration, ne devrait-on pas porter le masque et la visière vu que le plat est en bas de la visière? Ce qui est servi. Écoutez, ce bout-là, je ne peux pas... Je vais peut-être prendre la parole à ce moment-là. Il y a des recommandations claires, des coffres à outils qui ont été émis par la CNESST à ce niveau-là, au niveau des restaurations, en fait, dans la plupart des entreprises qui ont recommencé leurs activités. Donc, je vous inviterai à vous référer à ces coffres à outils, à ces recommandations-là. Peut-être même si vous n'avez pas les réponses là-dessus, posez la question directement à la CNESST qui pourra vous donner plus de détails là-dessus. Ça, on est moins experts de ce côté-là. Donc, question suivante, est-il nécessaire de mettre les épis dans les équipements de protection individuelle si l'intervention est à plus de 2 mètres? Ce que je vous dirais, c'est qu'un tout bon secouriste devrait toujours avoir ses équipements de protection, surtout en pandémie. Donc, idéalement, le minimum serait les gants. Donc, comme avant même la pandémie, tous les secouristes devraient mettre des gants, même si vous n'avez pas à intervenir directement sur la victime. En temps de pandémie, je vous dirais que oui, il est très fortement recommandé d'avoir lunettes et masques dans les trousses de premiers soins là, avec lesquelles les secouristes vont pouvoir travailler. C'est une bonne pratique. Une question plus générale, je vais peut-être le prendre celui-là. Donc, l'application CNESST secouriste a-t-elle été mise à jour pour la COVID? Donc, la réponse est je ne crois pas. Je peux aller voir dans l'application parce qu'il existe une application qui est téléchargeable sur vos téléphones ou sur vos appareils intelligents. Je ne crois pas que ça a été mis à jour. Il y a par contre des recommandations qui ont été mises sur le portail de la CNESST. Si vous faites une recherche, je pense que Anne a mis le lien d'ailleurs, là. Ah non, c'est pour la trousse, OK. Donc, il y a un lien. Si vous cherchez simplement coronavirus CNESST dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur les questions-réponses. Il y en a beaucoup, mais il y en a qui traitent directement du secourisme, entre autres par rapport à la RCR ou aux différentes recommandations qu'on a fait aujourd'hui. Donc, ça, vous allez pouvoir le trouver. L'application, je ne crois pas qu'elle ait été mise à jour parce que c'est un peu plus complexe là, à mettre à jour. Donc, elle est encore avec les mêmes procédures. Mais sur le site de la CNESST, vous allez trouver la majorité de vos questionnements présentement, donc dans différentes sphères. Parfait. Donc, Catherine qui demande, doit-on systématiquement mettre tout l'attirail, gants, lunettes, masques, pour secourir quelqu'un en temps de pandémie? C'est fortement recommandé. Donc, en fait, ce qui est un peu, on n'y portait pas tant attention, même nous, en tant qu'instructeurs, on va faire notre meilleur culpa, donc on invite les gens à se protéger, mais si on se réfère au manuel du secourisme en milieu de travail, entre autres, les recommandations étaient déjà présentes. Donc, le port de lunettes, gants et visières était déjà présent, et ça même avant la pandémie. Donc, c'est une précaution de protection pour le secouriste pour éviter qu'il y ait une contamination. Puis, on ne parle pas seulement d'une contamination par le coronavirus, ça peut être par le sang, par les liquides biologiques, voilà. Donc une victime qui vomit, par exemple. Donc, c'est des situations que le secouriste risque d'être exposé à des contaminants. Alors, il est toujours recommandé de mettre ces équipements de protection si on a, évidemment, à être à proximité de la victime. Donc, évidemment, ça restera toujours le choix du secouriste au bout de la ligne, mais la recommandation est là et très forte. Oui. Et je vous le recommande, honnêtement, en tant que professionnel de la santé, je vous le recommande de mettre lunettes, gants, masques dans toutes les interventions dans les prochaines années. C'est la meilleure façon de ne pas se contaminer avec les liquides biologiques du patient.
Donc, une question par rapport à la RCR. Donc, est-ce qu'on souffle dans la bouche de la victime? On ne souffle pas dans la bouche si on pense que la personne est contaminée. Non, comme je montrais tantôt, il n'y a pas aucune ventilation qu'on doit faire. On doit même mettre une partie, un linge, un papier, peu importe, sur le dessus du visage de la victime pour être certain qu'il n'y ait pas d'aérosols qui vont sortir de la bouche et du nez pendant le massage. Donc, la seule façon de savoir si les gens ne sont pas contaminés, c'est avec les membres de votre famille à qui vous allez faire le plus confiance, avec qui vous vivez. Dans ce cas-là, vous pourrez faire du RCR en faisant les insufflations directement parce que vous êtes certain que cette personne-là n'a pas le COVID. Donc, si vous êtes en dehors de votre famille, je vous dirais, ce qui est recommandé, c'est de ne pas faire de l'insufflation et d'attendre les services spécialisés d'urgence tout en faisant le massage. Dans le cas de l'obstruction des voies respiratoires, donc un étouffement et qui vient de perdre conscience, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va faire du massage cardiaque seulement, encore là. La prémisse de base, ça va être d'essayer de faire bouger la trachée pour être capable de voir si on a un objet de pris pour voir si ça peut bouger. La RCR, sans ventilation, est encore de mise dans ce cas-là. N'oubliez pas de faire le 9 heures. Excellent. Je vais laisser quelques secondes encore s'il y en a qui ont des questions. Je vous dirais qu'avec le COVID, c'est vraiment la question de base, c'est plus de ventilation. C'est vraiment ça, jusqu'à temps que les spécialistes nous disent que c'est correct, qu'on peut retourner au RCR normal. Je pense que ça fait pas mal de tour. Donc, on n'a pas d'autres interventions. Super. Excellent. Donc, ça fait déjà 30 minutes. Je vais laisser la place à mon directeur pour qu'il puisse venir vous dire le mot de la fin. On a une dernière question. Préférable de ne pas... Ne pas regarder dans la bouche. Effectivement. Donc, en cas de... Pour faire suite à la question sur l'étouffement, là, effectivement. Donc, on ne regarde pas dans la bouche. On met quelque chose sur la bouche encore parce que ça va être du RCR à main seule qu'on va faire. Donc, c'est le même principe de base. On ne parle pas de blouse de protection pour le moment, mais en milieu de travail, si on a à intervenir auprès d'une victime, écoutez, la blouse de protection, la CNSST nous a dit que ce n'était pas obligatoire parce que les gens, on s'en est rendu compte là, au niveau des CHSLD, entre autres, là, les gens se contaminent beaucoup plus facilement avec les blouses de protection. Donc, non, ce n'est pas obligatoire. C'est même difficile à trouver dans certains cas. Donc, on ne veut pas embarquer là-dedans. Donc, si vous n'avez pas à mettre de blouse de protection, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, par contre, c'est que si vous êtes en direct avec quelqu'un que vous soupçonnez avoir le COVID, ça va être de faire laver votre linge comme il faut, là, dans la laveuse, à l'eau chaude, et aucun problème avec ça. Donc, je vous laisse avec Denis. On a d'autres questions? Oui, il y avait encore d'autres questions. On va se faire. Il n'y a pas de problème, on est là l'après-midi. On a encore ça, on s'est donné jusqu'à 1h15. Donc, après l'intervention, on retourne à notre poste de travail. On fait quoi? Est-ce qu'il est préférable de se changer? Bien, effectivement, si vous êtes sûr que la personne peut être contaminée au COVID, idéalement, ça serait d'aller vous changer à la maison, changer votre linge. Mais je vous dirais, si les gens sont au travail, en principe, il n'est pas supposé avoir de COVID. Donc, les chances sont très, très, très minces de l'attraper en milieu de travail. Excellent. Eric, complément d'information super, Eric Saint-Pierre. Donc, il faut remplir le registre. Effectivement. Donc, si vous avez à intervenir avec quelqu'un, c'est super important. Peux-tu me passer le registre? Je vais vous montrer. Donc, le registre de la CNSST, entre autres, là, que vous devez remplir. Donc, c'est toujours important de remplir les pages pour être certain que tout est conforme s'il y a une vérification de la CNSST. Merci, Martin. Je te laisse. Pour le mot de la fin, écoutez, gros merci d'avoir été présent aujourd'hui. Comme je vous disais, on va télécharger cette présentation-là et la rendre disponible au plus grand nombre. Donc, merci de votre participation. Si jamais vous avez un feedback, n'hésitez pas à nous l'écrire sur le chat ou par courriel par la suite si vous devez retourner au travail. J'en profite pour vous dire que c'était le premier atelier qu'on faisait comme ça en ligne pour la mise à jour des informations et on a plein d'idées. Alors, on va refaire un atelier. Je vous dis en primeur, le prochain atelier, il est de circonstances avec l'été qui s'en vient.
on va faire ça sur les noyades. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la prévention de la noyade et également, si jamais quelqu'un se noyait, donc, on va le faire dans un environnement tout à fait adapté, donc sur le bord d'une piscine. Alors, je vous invite à surveiller soit notre page Facebook ou l'infolettre. On va vous communiquer les informations en temps et lieu. Ça va fonctionner un peu de la même manière au niveau de la communication. Alors, voilà. Et je fais une petite parenthèse sur cette petite affiche à ma gauche, qui est le Challenge RCR. C'est un challenge qui a été organisé par la Fondation Prévention Secours, une fondation qui sert à donner des défibrillateurs aux organismes communautaires. Donc, cet organisme-là, nous, FPS, on la supporte beaucoup dans ses activités pour que financièrement, ils soient en mesure de le faire. Le Challenge RCR, ça consiste en quoi? Apprends à sauver une vie, puis tu peux gagner des prix. Donc, essentiellement, c'est tout simple comme ça. Comment participer à ça? En fait, il y a deux méthodes de participation. La première, qui est en suivant un cours chez FPS, automatiquement, dans l'année, vous êtes éligible au concours. Et la deuxième, c'est qu'on a organisé des sessions publiques de formation RCR. Bien entendu, vous comprendrez qu'avec la COVID, on a dû mettre une pause à ces sessions-là, mais on va relancer les activités lorsque ce sera possible. Donc, vous pourrez déplacer vous, vos amis, votre famille, votre chien, votre chat, pour pouvoir faire l'apprentissage de la RCR ou transmettre ces notions-là et pouvoir aussi gagner des prix. Alors, voilà. Sur ce, on ne prend pas plus de votre temps. Un grand merci de votre attention et à la prochaine fois.